Alors difficile de parler sur ce sujet, alors que ce matin, tout a déjà été dit sur la sélection du patient en chirurgie réfractive, sur les indications et les contre-indications de la chirurgie cornéenne, et que tout à l'heure, on va tout vous dire sur la monovision, sur les multifocaux et sur les techniques de presbylasque. Alors la sélection, en fait, c'est un choix qui consiste plutôt à éliminer des patients. C'est une démarche d'analyse du patient, évidemment, de ses motivations, de ses caractéristiques, mais c'est, à mon avis, surtout une démarche qui nous impose une remise en cause permanente de nos connaissances, de notre omnipotence, c'est-à-dire du fait que nous sommes persuadés de tout savoir et de décider à la place du patient, et donc qui sollicite notre capacité à porter une attention à l'autre dans un processus de réciprocité qu'on pourrait caractérisé comme étant un processus écoute-parole. Donc, ça met en jeu les attentes, le comportement du patient, mais aussi notre propre comportement, d'une façon certainement plus subjective et moins reproductible que pour une indication classique, s'il en est de traitement. On n'est pas dans l'hypertension artérielle, se traite si la systolique dépasse tant et la diastolique tant. Alors, est-ce qu'il faut opérer la presbytie? Parce que est-ce que c'est gênant? Eh bien oui, c'est gênant. Il y a des études qui ont été faites, qui ont montré qu'elle a un retentissement sur la qualité de vie, sur la netteté, la vision de près évidemment, la satisfaction de la correction, tout ça, ça diminue. Il y a des fluctuations visuelles, des symptômes gênants, et la dépendance à la correction augmente. Une autre étude a montré chez une centaine de patients corrigés en lunettes avec des acuités visuelles supérieures à 5/10 que la presbytie est associée à une diminution de qualité de vie qui est comparable à celle que l'on retrouve chez les patients qui ont une hypertension artérielle traitée, et les auteurs de l'étude concluent que la motivation serait suffisante pour environ 10% des patients pour être traités. Vous pardonnerez la superposition de diapos, là, j'ai fait ça à la dernière minute. On avait fait une petite étude sur le profil et le devenir des consultants pour chirurgie réfractive chez nous sur environ 1000 patients. Et vous voyez que la tranche presbytie représente une part assez importante des demandes en chirurgie réfractive, puisque au-delà de 50 ans, nous avons environ 35% des patients qui nous sollicitent pour une chirurgie réfractive, ou plus exactement, 35% des patients venant pour une indication de chirurgie réfractive ont plus de 50 ans. Alors, une étude a été faite qui met en évidence la discordance qu'il y a entre les priorités des patients opérés de cataracte et la perception par les patients de ces priorités. Ces différences sont expliquées dans cette étude par les stéréotypes des patients perçus par les médecins et l'appréciation insuffisante des aspects non médicaux de la prise en charge. Ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, on a l'impression de tout savoir et on décide à la place des patients. Dans un tout autre registre qui n'a strictement rien à voir en termes de pronostic et en termes thérapeutiques, dans une situation de cancer du sein où les patientes peuvent bénéficier de 2 traitements sans différence pronostic majeure, la discussion médecin-patient était hautement corrélée avec la satisfaction de la patiente, quelle que soit la technique retenue. Et donc, la qualité des soins est ici étroitement liée à la discussion préalable, et je pense qu'il en est de même pour, par exemple, la chirurgie réfractive. Les jugements des patients et des praticiens sur la qualité de vie diffèrent. Les décisions des praticiens tiennent peu compte de l'information donnée par le patient, une étude déjà faite il y a plus de 20 ans dans le British Medical Journal, et les praticiens décident souvent selon leurs propres références plutôt que celles de leurs patients. La satisfaction des patients nécessite donc une compréhension par le praticien de leurs propres priorités, et cela va nécessiter du temps. Je m'appuie ici sur des travaux de nos amis. La Saphir est une grande famille à laquelle vous ouvre ses portes grandes ouvertes. Et là, ce sont les travaux de Jean-Jacques Saragoussi. Nous verrons tout à l'heure les travaux de Cathy Ganem et ceux de Laurence Le Sueur. Jean-Jacques a étudié la qualité de vie et la satisfaction de patients traités par l'ASIC. Et chez 68 patients qui avaient dépassé 45 ans, 61% étaient myopes et 39% étaient hypermétropes. Le taux d'hypermétropie est plus important que dans la population globale des patients où elle n'était que de 9%. Il note environ 12% de retouches contre 5% sur une population générale, mais c'est une étude qui a été faite sur des patients opérés en 2008, ça fait déjà quand même quelques années. Et les scores de qualité de vie sont inférieurs chez les patients de plus de 45 ans opérés par rapport aux jeunes. Et les patients sont bien entendu plus dépendants à une correction. Le taux de satisfaction est cependant de 83%, alors qu'il est de 87% sur une population plus globale. Et 28% de ces patients opérés avaient en 2008 besoin tout de même d'une correction. Qu'en est-il de la monovision? Ce sujet vous sera traité tout à l'heure. Elle est associée à de meilleurs scores que la vision simple pour 3 items, les attentes du patient,
l'indépendance à une correction et l'apparence esthétique. On a des meilleurs résultats chez les presbyties jeunes, et si la presbytie est corrélée à une diminution de qualité de vie, la correction par monovision est corrélée à une relative amélioration de cette qualité de vie. Voilà donc une technique qui rend service. Qu'est-ce qui nous permet de prédire la qualité de vie en chirurgie réfractive? Alors la chirurgie réfractive va entraîner des modifications visuelles, mais aussi des modifications psychologiques, sur le bien-être, sur l'estime de soi, sur l'adaptation à la vie quotidienne. Et le degré de satisfaction post-opératoire va dépendre de l'information préopératoire sur les résultats attendus, sur les risques encourus et de façon à pouvoir définir les attentes des patients. La satisfaction n'est pas un concept unidimensionnel. Il existe une relation entre satisfaction, qualité de vision et qualité de vie, mais il n'y a pas de corrélation entre satisfaction et acuité visuelle. Alors quels sont les éléments à considérer dans nos indications? L'âge, la motivation, la profession, les activités, le potentiel évolutif de la presbytie, le degré d'amétropie, la compréhension des résultats et des limites du traitement par le patient, et bien entendu, je ne reviens pas dessus, les considérations anatomiques liées à la forme et à l'épaisseur de la cornée. Donc il faut questionner le patient sur son mode de vie. Il faut bien sûr savoir quelle est sa profession, quelles sont ses activités de type hobby, pourquoi il veut cette chirurgie, est-ce qu'il vient après une consultation sur Internet parce qu'il en a marre de porter ses lunettes, ses lentilles, pour faire telle ou telle activité, pour son travail, pour changer de look, qu'attend-il de cette chirurgie, vivre mieux, avoir une amélioration de son acuité visuelle? Est-ce que vous y pensez depuis hier parce que vous avez vu ça dans le journal, ou est-ce que c'est une décision qui vous trotte dans la tête depuis déjà plusieurs mois? Est-ce que c'est parce que votre voisin, votre ami, votre collègue s'est fait opérer? Et attention, si le collègue à 35 ans s'est fait opérer, il dit « je vois très bien, je suis ravi », et que votre patient a 55 ans, il faut lui expliquer qu'on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Enfin, pourquoi venez-vous vers moi? Qui est une question qui permet un petit peu aussi de voir quelle est la motivation du patient. Donc, on ne revient pas là-dessus, les activités professionnelles, les loisirs, évidemment les besoins en vision intermédiaire, en vision de loin, en vision de près, et l'importance d'avoir une bonne vision binoculaire, ce qui va déterminer par exemple les indications ou non de la monovision. Alors, informer que l'acuité visuelle ne sera pas meilleure qu'elle ne l'est avec des lentilles ou voire avec des lunettes, que si le patient vient parce qu'il a un œil amblyope, faut, bien entendu, on va lui expliquer qu'il ne verra pas mieux, et ça vous dégage déjà un bon paquet de patients qui veulent se faire opérer. Il faut leur expliquer qu'il y a un risque de diminution de l'acuité visuelle sans correction, ou de la meilleure acuité visuelle corrigée, que ça ne garantit pas la stabilité évolutive de la presbytie, et qu'il peut y avoir une décompensation d'hétérophorie. Enfin, toutes les activités professionnelles ne sont pas autorisées. Certains métiers vont être interdits temporairement ou définitivement après chirurgie. Alors, quels sont les éléments spécifiques à regarder en matière de presbytie? Eh bien, c'est la transparence du cristallin. Évidemment, on va éviter d'aller faire une chirurgie cornéenne à un patient qui démarre une cataracte. On va s'intéresser bien sûr à la qualité du film lacrymal et aux pathologies associées qui peuvent exister à cet âge. Voilà un petit arbre décisionnel que je vais vous passer rapidement, parce que, en fait, je crois que ces arbres décisionnels n'ont pas un grand intérêt. Ils peuvent servir de base tout au plus, mais toute la décoration de la maison, si ça c'est l'architecture, c'est vous qui allez la faire. Cathy avait interrogé, c'était pour la Saphir 2010, un panel de chirurgiens réfractifs sur leurs indications. Et vous voyez ici que s'il existe des tendances, par exemple ici pour les myopes de -6, pour favoriser chez les plus jeunes le laser et ensuite les implants avec monovision multifocaux, il n'existe pas de consensus absolu, notamment dans la tranche qui tourne autour de 50-60 ans. On va retrouver un petit peu la même chose, avec des tendances qui se dessinent de façon évidente pour les myopes forts, avec le laser qui vient en premier lieu, et ensuite les implants intraoculaires, et non pas la chirurgie d'extraction du cristallin. Et pour les myopies supérieures à -10, on est un petit peu sur le laser et beaucoup sur les implants intraoculaires. Mais là encore, vous voyez que tout autour de la tranche 50-60, c'est là qu'on retrouve des divergences sur les propositions des différents du panel des experts. Pour les hypermétropes inférieurs à +5, là encore, le laser arrive en tête jusqu'à l'âge de 55 ans, et ensuite on voit monter les implants
multifocaux, avec toujours cette zone grise là au milieu, 50-60 ans, où, en fin de compte, on a plusieurs possibilités. L'hypermétropie supérieure à 5 dioptries, évidemment ici, on est chez les patients jeunes sur la place des implants de chambre postérieure et ensuite sur l'implantation multifocale. Chez les hémétropes, on est assez prudent. L'abstention, vous voyez en orange, est largement représentée, en tout cas avant 55 ans. Et ensuite, tout un panel de techniques avec les implants multifocaux éventuellement, mais au-delà de la soixantaine. Voilà, toujours dans le travail que nous avions fait sur les 1000 et quelques patients qui venaient consulter pour chirurgie réfractive, vous voyez globalement que le taux de patients qui va être... alors, j'ai eu un changement de couleur en changeant le format des diapos, mais globalement, vous voyez que plus on avance en âge, moins on opère de patients. Qu'on a environ 63% des patients de 18-29 ans qui sont opérés à la suite d'une consultation et que plus on avance en âge, eh bien moins on va opérer de patients parce que plus, non pas on va être dissuasif, mais il faut expliquer aux patients que c'est un compromis et ils ne vont peut-être pas être capables de l'accepter. Alors les arbres décisionnels, ça exprime des tendances, ce n'est pas une règle. Ils sont très dépendants de la subjectivité de l'opérateur, de son empathie, de son expérience, du plateau technique dont il dispose. C'est difficile de proposer un presbylastique si on n'a pas la machine adéquate. Et de sa capacité à écouter et à déléguer, c'est-à-dire à dire, écoutez, oui, on peut vous opérer, mais moi, je ne fais pas parce que je n'ai pas la machine qui peut correspondre à vos attentes, je vais vous adresser à un confrère. Vous me pardonnerez cette petite méchanceté vis-à-vis de ce travail qui a été fait, publié sur les indications des multifocaux, avec ici toute une liste de caractéristiques positives, caractéristiques négatives. Et si vous lisez, vous voyez que les caractéristiques positives pour la multifocalité, c'est des patients très désireux d'une indépendance aux lunettes à toutes les distances, nous sommes d'accord, et une personnalité facile à vivre, comportement positif. Et moi, je dis qu'en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de consultation, moi, je ne suis pas capable de savoir, déjà, ma femme, j'ai du mal depuis bien longtemps à savoir si elle est facile à vivre, mais alors, les patients, c'est difficile. En plus, je pense que les pervers avancent masqués, donc il faut se méfier des gens qui vous paraissent très sympathiques. Il faut accepter un léger compromis en vision de loin, c'est ce qui est écrit, et moi je pense qu'un multifocal donne une très bonne vision de loin. Il faut être prêt à comprendre qu'il n'y a pas de garantie de résultat. Il faut être capable d'avoir avec vous une relation de type partenarial. Vous me pardonnerez, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, même s'il y a quelques approximations liées à la traduction, mais je pense avoir bien compris l'anglais. Besoin de près, surtout pour la lecture, c'est pas vrai, parce qu'on a maintenant des multifocaux qui marchent en vision de près, en vision intermédiaire, enfin on a plusieurs possibilités. Ils disent que ça s'adapte aux hypermétropes modérés ou forts et pas aux myopes, mais là je ne suis pas d'accord, on a des résultats très satisfaisants chez les myopes. Les caractéristiques négatives, patients hypercritiques avec des attentes hyper irréalistes, nous sommes d'accord, mais on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, les patients sont en général pas hypercritiques avec des attentes irréalistes le jour de la consultation. Je vais aller un petit peu plus vite. Éviter ceux qui ont une forte dépendance à la vision intermédiaire. Aujourd'hui, nous avons des implants soit profondeur de champ étendue, soit trifocaux qui donnent une bonne vision intermédiaire. Et éviter les myopes faibles. C'est pas vrai, parce que les myopes faibles sont des gens qui sont habitués à voir sans lunettes. Si vous les hémétropisez, ils vont quand même pas être satisfaits. Bon, la sélection du bon candidat, bien sûr, mais c'est aussi la sélection de la bonne technique pour la bonne personne. Il faut savoir dire non, mais il faut savoir aussi dire oui, et il faut savoir référer. En conclusion, c'est une démarche à adapter à chaque patient et qui est en constante évolution avec les nouvelles technologies, qui dépend de facteurs anatomiques, d'âge, psychologiques, économiques qui sont liés au patient et qui dépend aussi de facteurs liés au praticien, ses connaissances, son expérience, son plateau technique et sa motivation. Je vous remercie.